Buonasera a tutti, benvenuti a nome della Fondazione Möbius e di Coscienza Svizzera. Sono contento di ritrovarvi qui, sono soprattutto contento di avere con noi il direttore generale dell'SSR Gilles Marchand, che invito a salire sul palco. E prima di Gilles Marchand però mi viene in mente che stavo dimenticando il sindaco di Lugano che era nell'atrio, che rivedo, chiedo scusa. Chiamo il sindaco di Lugano e presidente della Fondazione Möbius, Marco Boradori, che farà il saluto di rito e poi ci dirà qualcosa probabilmente anche per quanto riguarda alcuni aspetti della serata di questa sera. Prego. Grazie, caro direttore, buonasera. Gentili signori, grigi signori, innanzitutto grazie mille per la vostra presenza qui questa sera in un momento in cui le concomitanze sono veramente parecchie. Ci sono le Olimpiadi, per alcuni c'è anche il Carnevale, c'è un dibattito che comunque da parecchio tempo vi sta e ci sta occupando tutti, per cui la vostra presenza è veramente qualificata e anche molto, molto importante. Io spendo veramente solo 2 parole in qualità di presidente della Fondazione Möbius e anche di sindaco di Lugano, perché le 2 cose non sono poi così sconnesse o distaccate. E innanzitutto saluto il direttore generale, lo ringrazio molto per la sua presenza qui. Discuteremo e sentiremo un tema che evidentemente è legato, sarebbe ipocrita non dirlo, è legato alla votazione del 4 di marzo, però sicuramente ci darà una visione di quello che è il servizio pubblico, di quello che fa la radiotelevisione, di quello che è la posta in gioco, diciamo, della votazione no Billac del 4 di marzo. Dicevo prima che siamo contenti di avere il direttore generale perché trovo che è importante in questo genere di votazioni, che hanno anche un carattere, diciamo così, quasi epocale, avere degli interlocutori o trovare degli interlocutori che, uno, hanno il coraggio di mettere la faccia, di parlare chiaro e anche di mettersi in discussione. E credo che Gilles Marchand sia realmente una persona di questo calibro, non solo di questo tipo, direi di questo calibro. Io ho apprezzato molto, la mia conoscenza del direttore risale a poco tempo fa, ma ho apprezzato veramente moltissimo il fatto che abbia invitato una sera i sindaci dei principali comuni, ma immagino che questo fosse solo uno dei tanti incontri che lui abbia fatto, e si sia confrontato con noi chiedendoci un po' cosa ne pensavamo e anche recependo in modo molto chiaro e molto trasparente quelle che potevano essere dei suggerimenti, se non proprio delle critiche. Quando qualcuno di noi ha detto sì, però l'ha detto in modo magari anche un po' provocatorio, ma credo che risponda poi a una domanda, un interrogativo che ci facciamo tutti. Ecco, ma cosa succederà dopo il 4 di marzo? In particolare se l'iniziativa No Billac verrà, come i sondaggi dicono e come sembrerebbe auspicabile senz'altro, ma prevedibile anche, dovesse venire respinta. Rimarrà tutto come prima? Cambierà qualcosa? Ecco, in modo molto chiaro Gilles Marchand probabilmente lo dirà ancora questa sera, in particolare sulla base di domande che arriveranno dopo, ha detto no, non sarà più tutto come prima, oppure sarà molto diverso da prima, perché comunque il servizio pubblico, la SSR e la RSI dovranno mettersi in discussione. Io credo che questo sia giusto. Nessuno di noi che quando lavora può avere la presunzione di fare tutto giusto, ovviamente non fa neppure tutto male, però è giusto, credo, vedere quello che ha fatto maturare questa discussione, anche questa discussione polemica, questa votazione, questo avvicinamento alla votazione, che comunque mi sembra che sia stato un esercizio di democrazia di non poco conto, perché ha permesso a tutti di capire quelli che sono i valori, magari dati per scontati, perché per noi ticinesi, per noi politici ticinesi, mettiamoci dentro, avere una radio, una televisione pubblica che ti dà la possibilità quasi di fruire di un megafono per quello che facciamo di buono o di cattivo, è una cosa che sembra così scontata, ma sappiamo benissimo che un po' come i valori della democrazia, i valori principali che fondano il nostro Stato di diritto, ci sono, li abbiamo, fin da quando siamo bambini e quando siamo studenti vediamo che ci sono e non ci chiediamo quali siano i motivi per cui ci sono e men che meno ci chiediamo cosa succederebbe se non ci fossero più. Ecco, il fatto di dover ripensare, anche noi, ognuno
al nostro interno, ognuno al suo interno, a ripensare cosa sarebbe la nostra vita sociale, culturale, politica, di relazione, di società se non ci fosse la radio e la televisione. Poi possono essere le televisioni private, la radio privata o quella evidentemente pubblica. Ecco, credo che sia stato un esercizio sano, oltre che di democrazia, anche di rivisitazione di quella che è la nostra vita di tutti i giorni. Due parole per dire e per concludere, per dire una cosa. Möbius e la città di Lugano, dicevamo prima, sono abbastanza connesse. La città di Lugano, come ben sapete, deve, giocoforza non è l'unica città in Svizzera che deve farlo, ma comunque è una città che deve andare in questa direzione. Deve cercare di compensare le perdite enormi della crisi della piazza finanziaria, e non mi stancherò mai di dire una cosa. La città di Lugano fino al 2008 riceveva 55-56 milioni di franchi dalla piazza finanziaria. 3 anni dopo, a partire da 3 anni dopo, i milioni erano scesi a 11, quindi in un attimo si è trovata a perdere i 4/5 del suo substrato fiscale, della sua forza, della sua linfa. Ecco, la città di Lugano non solo non è morta, nel senso non è fallita, non è caduta, ma è riuscita. Io ne sono molto fiero di come sta lavorando il municipio, come sta lavorando il Consiglio Comunale. È riuscita anche a individuare delle vie che potrebbero e che potranno ridare forza e ridare sostanza a quello che si dice, a quella che si dice essere la nona città per popolazione della Svizzera, che è poi la città di Lugano. Per fare questo abbiamo individuato dei settori importanti e tutti, ma proprio tutti, fanno capo alle nuove tecnologie, fanno capo a concetti come Smart City, come Big Data, che sono poi in fondo gli ultimi 2 temi che il premio Möbius ha deciso di presentare all'opinione pubblica nel corso del mese di settembre, inizio ottobre, quest'anno appena passato, il 2017 e il 2016, ecco, dei temi che proprio danno corpo a quella che è un'esigenza, credo, di tutti noi, esseri umani, persone fisiche, ma anche città, enti pubblici, cioè guardare al futuro, cercare di non avere paura del futuro, cercare di cogliere tutte le opportunità che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione. Ovviamente non è per tutti facilissimo, lo sappiamo molto bene, ma è assolutamente fondamentale. E credo che questa discussione in fondo, questa discussione che sentiremo questa sera, ma tutta la discussione che abbiamo sentito nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, in fondo ha questo fil rouge. Cercare di avere coraggio, di guardare avanti, credere in noi stessi, credere in quello che abbiamo, credere anche nei nostri valori. E uno dei nostri valori è sicuramente quello per cui andremo a votare il 4 di marzo. Il Comune di Lugano con molta convinzione ha preso una posizione chiara, credo netta, senza alcuna difficoltà a maggioranza, ma l'ha presa a favore, o meglio contro l'iniziativa No Billac e a favore della continuazione, pur con tutte le modifiche e le correzioni che si imporranno. Ha preso questa decisione, l'ha fatto con fierezza e credo e molta convinzione. Personalmente sono anch'io molto in chiaro su come è importante votare, e lo dico in particolare come minoranza linguistica, culturale all'interno di un paese meraviglioso come la Svizzera. Noi tutto quello che abbiamo di buono dobbiamo cercare di valorizzarlo, di non mai darlo per scontato, di valorizzarlo, di alzarci in piedi e cercare di tenerlo ben stretto. Ecco, questo l'oggetto su cui andremo a votare, inteso come insieme di valori, è qualcosa che vale assolutamente la pena di cercare di tenere ben stretto, è qualcosa per cui vale la pena di impegnarsi, lottare, se sarà il caso anche combattere, ovviamente con tutti i mezzi democratici, e credo che la vostra presenza qui stia a dimostrare che volete capire, vogliamo confrontarci con il direttore, che penso meglio di chiunque altro potrà darci delle risposte alle domande che legittimamente ognuno di noi porta con sé, magari nella convinzione che comunque bisogna votare no, ma con altrettanta convinzione che ci sono dei punti, e magari ancora non del tutto chiari, che vanno illuminati, e questa sera ritengo che sia la volta buona, l'occasione giusta. Grazie mille, buon lavoro a tutti. Grazie mille al sindaco di Lugano, il presidente della Fondazione Möbius. 2 parole perché stiamo tutti aspettando il direttore generale, ovviamente, ma di introduzione.
quando ho pensato di invitare Gilles Marchand, l'ho fatto in relazione a un articolo che ha pubblicato nel 2016, quando ero ancora direttore della televisione della Svizzera romanda, un articolo pubblicato per le edizioni Slatkin di Ginevra di 40 pagine, inserito in un libro miscellaneo, e quando ho letto quell'articolo sono rimasto veramente esterrefatto dalla densità, lo dico con... veramente, era un articolo densissimo, tant'è vero che quando l'ho chiamato ci conoscevamo perché è stato al Möbius, addirittura quando si parlava ancora di CD-ROM al Möbius, ma lui era già giovane direttore della televisione della Svizzera romanda. L'ho chiamato e gli ho detto: ma queste pagine quanto ti sono costate, quanta fatica ti sono costate? Perché davvero sono pagine secondo me notevolissime, le trovate da questa sera poi sul sito del Möbius, se volete andare a leggere l'integrità dell'articolo. E lui mi ha confessato che stava pensando ad una tesi di dottorato. Ha detto: se salta in aria la SSR, vado a farmi un dottorato e poi divento magari un'eminenza grigia, che già è nel campo della pedagogia dei media in un certo senso. In queste 40 pagine effettivamente ce ne sono già 400, ma lo dirà meglio lui sicuramente. Voglio dirvi solo alcune tappe della sua vita, ma velocissimamente. Ha lavorato per la Tribune de Genève, ha lavorato da Ringier come direttore marketing, dapprima come direttore generale di Ringier Romandia, quindi conosce bene il settore privato e questo è un atout fondamentale, credo, in questo momento. Poi dopo è diventato giovanissimo direttore nel 2001, quindi a 39 anni, direttore della televisione della Svizzera romanda, TSR, adesso RTS. E poi dal 2017, da pochi mesi, è direttore generale della SSR, ha già riscosso, lo dobbiamo dire, molte simpatie, molte adesioni, e questo fatto ci rincuora molto, perché con Gilles Marchand, che è appena arrivato, non ha tempo di far passare 100 giorni, è stato subito buttato in piscina e da provetto nuotatore com'è si è messo a nuotare subito per forza di cose anche, quindi sono contento che sia qui con noi, grazie di essere venuto davvero in Ticino, ci è venuto spesso, sa quanto è preziosa la Svizzera italiana, non dobbiamo cantarcela, suonarcela, però vi ricorderete che in un 9 febbraio antecedente a questo il Ticino è stato decisivo con i suoi voti, quindi ecco, speriamo che lo sia nel senso buono anche questa volta, anzi facendo un exploit straordinario, ci lasceremo sorprendere, ma adesso io mi taccio e do la parola, dando il benvenuto a Gilles Marchand, che ci racconterà come vede il sistema dei media nel futuro in rapporto alla società digitale, ecco, l'avvenire del sistema audiovisivo nella società digitale. Prego. Monsieur le maire, cher Alessio, mesdames et messieurs, je vais parler en français. Je vous comprends en italien, si vous parlez lentement. Et si je parle trop vite, vous faites signe. Voilà. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être de nouveau ici à Lugano. Je viens souvent à Lugano, je dois dire, parce que je trouve que cette région a quelques affinités avec la mienne. Et en fait, je retrouve des ambiances ici qui sont des ambiances que je connais bien de la Suisse romande. Et voilà, c'est pour moi agréable de partager avec mes collègues ici ces quelques sentiments. Je crois, mesdames et messieurs, qu'on est tous fatigués de ce no-bilag. Donc ce soir, en tout cas moi je suis fatigué. Donc ce soir je ne vais pas vous parler de no-bilag, pas du tout. Je vais essayer de vous raconter au fond brièvement quelle est ma vision à moi du service public, comment ça marche. Parce que ce qui est tout à fait étonnant dans ces discussions énormes que nous avons depuis des mois et des mois, c'est qu'au fond on parle du périmètre, on parle du financement, on parle de l'attitude, on parle de la relation avec les acteurs privés, avec les télévisions, avec les radios, avec la presse écrite. Tout ça, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comment ça marche, le service public, vraiment ? C'est quoi la mécanique fine ? C'est quoi l'alchimie du service public ? Ça, au fond, on en parle assez peu. Et quand je discute avec les acteurs politiques, quand je discute avec la presse écrite, même parfois avec les journalistes, au fond, je me rends compte que la connaissance du service public, de la machine, de la tuyauterie, comment ça fonctionne, c'est pas tellement sur la table. Voilà. Alors c'est vrai, Alessio, moi il y a quelques temps, j'ai écrit un assez long, j'ai fait un travail là-dessus en disant, mais au fond, si on devait raconter le service public,
Hein, comment est-ce qu'on ferait pour raconter cette étrange machinerie qu'est le service public? Comment on ferait ça? Alors je suis allé voir mes collègues dans toute l'Europe qui ont aussi des services publics différents des nôtres. Et voilà, j'ai comparé, j'ai regardé, j'ai examiné au fond où sont les points communs. Qu'est-ce qui fait que finalement on est ou pas dans une logique audiovisuelle de service public? Alors c'est ça que je vais vous raconter ce soir. Je vais vous décrire au fond un paysage, hein, un paysage de service public, un paysage audiovisuel, et puis je vais vous donner des exemples très concrets qui font référence à ce que nous vivons ici en Suisse. Alors, quand on parle de service public, voilà, on commence par se dire, au fond, il y a deux aspects fondamentaux qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, hein, qui vont toujours ensemble, qui sont absolument comme un couple infatigable. Il y en a. D'un côté, évidemment, c'est ce que nous proposons, c'est le programme, c'est la raison d'être, c'est la fabrication de l'offre, c'est ce qui nous distingue des autres, etc. C'est vraiment l'offre programmatique. Et puis l'autre jambe fondamentale, quand on réfléchit à tout ça, c'est vous, c'est le public, c'est les audiences, c'est à qui on s'adresse. Et vous allez voir qu'en fait, dans ces deux mondes, dans ces deux grandes divisions de la question, de la problématique, il y a beaucoup, au fond, de proximité, de relations. Et ce que j'aimerais vous dire là, à ce stade, c'est que, déjà, la première des relations, c'est que quand on parle de l'offre de public de service public, de l'offre de programme de service public, on ne peut pas imaginer qu'elle n'est pas généraliste. La particularité du service public, c'est qu'il couvre les différents domaines d'intérêt. Il ne considère pas qu'il y a des domaines qui sont inintéressants, qui ne sont pas assez rentables, qui sont trop pointus. Au fond, le service public, par nature, par vocation, il est généraliste. Il s'adresse, au fond, il s'intéresse à l'ensemble des thématiques. Il le fait à sa manière. C'est pas toujours parfait, hein, pas toujours génial, mais disons, il a comme vocation fondamentale de couvrir les différents champs d'intérêt et de thématiques. Et puis, si on pense au public maintenant, eh bien, le service public, lui, il n'a pas le droit de choisir son public. Moi, je ne vais pas, quand je m'occupais de la RTS, par exemple, en Suisse romande, je ne me disais pas, bon, finalement, je vais pointer un peu plus là et un peu moins là, parce que ce public-là est un peu moins intéressant que celui-là, un peu trop jeune, un peu trop vieux, un peu trop riche, un peu trop pauvre, je ne sais quoi. Non, non. Le service public, il doit vraiment, sincèrement, réellement, au fond, s'adresser à tout le monde. Donc c'est déjà rien que ces deux petits paramètres de base, hein, couvrir l'ensemble du champ de programme et s'adresser à tout le monde, c'est déjà quelque chose qui caractérise au fond une offre de service public par rapport à un acteur privé, et c'est très légitime que les acteurs privés fassent autrement, mais l'acteur privé, qu'il soit d'ailleurs dans la presse écrite ou à la télévision ou à la radio, lui, il choisit ses contenus en fonction du public qu'il veut viser. Et ça change tout. Ça change tout. Alors, l'universalité des publics, eh ben, chez nous, c'est l'idée de se dire, dans toutes les tranches d'âge, chez les jeunes, chez les gens un peu plus mûrs, comme on dit, poliment, dans toutes les catégories de la population, on doit avoir quelque chose à proposer. Donc on doit être présent là, on doit, disons, d'une certaine manière, considérer que nous sommes pertinents dans les différentes tranches d'âge. Et moi, un de mes grands indicateurs de succès, c'est pas tellement, finalement, la valeur absolue, c'est pas tellement le nombre de milliers, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être correctement réparti dans les différentes tranches d'âge. Alors, c'est sûr qu'on a quelques efforts à fournir quand on est service public, en particulier pour rester connecté avec les jeunes. C'est toujours compliqué quand on est généraliste. Mais c'est très important de garder en tête, quand on s'adresse à ce vaste public, qu'au fond, tous les publics sont légitimes. Tous les publics sont légitimes. Et de ce point de vue-là, vraiment, la ventilation est très importante. Et de la même manière, lorsque l'on s'intéresse à la problématique des thèmes, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a un thème qui, finalement, est illégitime. On peut s'interroger sur la façon dont on le couvre. On peut se demander si on fait ça de manière suffisamment différente de ce que font, par exemple, des acteurs privés qui ont d'autres objectifs. Mais la thématique elle-même doit être couverte. Alors, vous voyez, par exemple, si on prend l'ensemble des télévisions
de la SSR. Hein. Si on prend l'ensemble des télévisions, toutes confondues, ici, la RSI, mais aussi en Suisse romande, en Suisse alémanique, eh bien, nous avons à peu près 34% du volume de notre diffusion qui est lié à de l'information. Nous avons à peu près 22% de notre volume qui est lié à des films ou à des séries, de la fiction, le monde imaginaire. Nous avons à peu près 13% qui est lié à la culture et à la formation, qui est aussi un mandat important pour nous, 12% pour le sport et 4% pour le divertissement. Alors bien sûr, il y a des jauges différentes, hein, selon que l'on soit dans une logique de service public ou pas. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de balayer l'ensemble du spectre. Alors ici, on a déjà une belle concordance. Universalité des thèmes, universalité des publics, ça, ce sont vraiment les deux piliers fondamentaux d'une activité audiovisuelle de service public, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Quel que soit le pays. Mais cette mécanique-là, ce moteur, si vous voulez, il marche quand il est alimenté. Il est alimenté par 4 éléments qui tournent les uns avec les autres, que l'on retrouve dans tous les pays du monde qui ont un service public. Premier élément qui est évidemment tout à fait important, en particulier chez nous, c'est la problématique de la diversité culturelle, et nous en particulier de la diversité linguistique. Un service public, mesdames et messieurs, il doit être capable de garantir ça. Le service public n'a pas vocation à rassembler tout dans un tuyau, au fond insipide, qui aurait la même saveur, quelle que soit finalement la région dans laquelle il est. Non. Je pense que ce service public, il doit respecter la diversité. On ne fait pas ici la même télévision qu'à Genève ou qu'à Zurich, et c'est légitime. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons du succès en Suisse, en fait. C'est parce que nous avons une organisation décentralisée. Les professionnels qui travaillent sur ces programmes de radio, de télévision ou ces programmes digitaux, eh bien, ils le font compte tenu de la sensibilité culturelle qui se joue dans leur propre région, hein, qui se joue autour d'eux. Si vous comparez le téléjournal de la RSI avec le 1930 de la RTS et avec le Tagesschau de la SRF, vous êtes dans des univers de référence qui sont complètement différents. Et pourtant, on est dans le même pays, et pourtant, on parle souvent des mêmes choses. Mais avec des angles différents, avec des textures différentes, avec des narrations différentes, avec des programmations différentes aussi. Donc, premier mandat fondamental de ce moteur, la diversité culturelle doit être alimentée, encouragée dans une logique de service public. La deuxième dimension qui est très importante, c'est évidemment la singularité, c'est-à-dire donc la spécificité de l'offre publique par rapport à des offres privées. Là, moi j'ai une vision assez claire pour aujourd'hui et pour la suite. Je pense que la légitimité d'un service public, c'est sa capacité à se distinguer. Hein. C'est le fait qu'on propose des choses qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Alors c'est pas seulement thématique, c'est aussi la façon de le faire, c'est l'approche, c'est l'intention, c'est au fond ce qui fait que nous sommes originaux. Et on a des indicateurs pour mesurer ça. On peut se demander par exemple quelle est la part dans notre budget que l'on investit dans la production originale. On peut se demander quelle est la part de diffusion originale, première diffusion, rediffusion. On peut suivre tout ça. Mais voyez-vous, ce qui est important, c'est que l'essentiel de l'effort, l'essentiel des moyens, et c'est tellement justifié d'ailleurs, hein, doit se retrouver dans ce que nous offrons au public, c'est-à-dire dans l'output, dans l'offre de programme. Et cette offre de programme, c'est la production originale. Alors je ne dis pas qu'on doit la faire toujours tout seul. Moi, je suis très partisan de la coproduction, y compris d'ailleurs dans les régions, quand c'est possible, quand il y a un marché. Les marchés sont différents selon que l'on soit à Zurich, à Lugano ou à Genève. Mais voilà, si on prend l'exemple d'un domaine de programme que je pense que nous devrions soutenir un peu plus qu'aujourd'hui, c'est celui de la fiction. Eh bien, la fiction, ce n'est pas les chaînes de la SSR qui la fabriquent toutes seules. La fiction, elle se fabrique avec des producteurs indépendants, des équipes indépendantes, qui amènent leur savoir-faire, leurs idées, qui chahutent un peu les nôtres, hein, et ça fait du bien. Et donc là, je pense que dans ce domaine, par exemple, nous pouvons augmenter la production originale suisse tout en travaillant avec des gens qui se situent à l'extérieur de nos entreprises, mais qui, au fond, ont la même intention. Et donc ça, c'est la deuxième dimension fondamentale. Nous sommes, au fond, et c'est très bien comme ça, contraints de dépenser le maximum possible de notre moyen, de nos moyens, dans de la production originale suisse. C'est là où se situe la deuxième légitimité fondamentale. La troisième, elle est très compliquée. Elle est très compliquée et je pense que les services publics qui ont du succès sont des services publics qui ont réussi à trouver le bon équilibre. D'un côté,
nous devons être ancrés très profondément dans nos régions. La RSI doit s'intéresser de manière vraiment tout à fait indiscutable à la réalité sociologique, culturelle, politique, économique de la Suisse italienne. De la Suisse italienne au sens large, hein, pas seulement ici, mais de la Suisse italienne, des gens qui parlent italien et qui sont présents dans le pays. Alors elle doit le faire comme la RTS doit le faire en Suisse romande, comme la SRF doit le faire en Suisse alémanique. On doit être proche de ce public. Puis en même temps, on ne peut absolument pas se limiter à une logique de réduit, à une logique de repli. Donc ça veut dire qu'on doit aussi s'intéresser aux autres. On doit s'intéresser d'abord aux autres régions linguistiques. Là, je pense que nous avons encore des marges de progression, hein, dans cette capacité, au fond, de reproposer des programmes, de s'intéresser à ce qui se passe dans les autres secteurs du pays. Mais on doit aussi s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, mais avec une perspective, avec un regard qui est un regard suisse. Et vous savez, quand on compare, disons, les journaux d'information, quand on compare les reportages des différentes chaînes, eh bien, je vous assure que nous avons une façon de raconter le monde qui n'est pas la même selon qu'on le raconte depuis Paris, depuis Lugano peut-être, ou depuis Zurich, ou depuis Genève, ou encore depuis Berlin. On a une autre lunette, un autre regard. Et je pense très important pour un petit pays, qu'il puisse garder sa capacité à raconter le monde à sa manière, avec son agenda, avec sa musique. Alors, l'équilibre, il est subtil, hein. Qu'est-ce qu'on fait entre l'ouverture et l'ancrage, entre le global et le local? Eh bien voilà, c'est un dosage très fin qui appartient aux rédactions, aux responsables des programmes et notamment de l'information. Il faut arriver à cet équilibre, il est très important. Et puis la dernière pièce de ce moteur central, si j'ose dire, eh bien, c'est la capacité de coexistence. Alors moi, je dis toujours, mesdames et messieurs, que le principal produit d'exportation de la Suisse devrait être sa capacité à coexister. Tout est réuni dans ce pays pour qu'on s'engueule tout le temps. On ne parle pas la même langue, on vit dans des villes, dans des montagnes, on a des cultures différentes, on a des religions différentes, on a des réalités sociologiques complètement différentes. C'est vraiment spectaculaire. Et moi, je vous parle maintenant comme roman qui vient de s'installer à Berne. Je peux vous dire que c'est une expérience, hein. Bon. Je viens souvent ici à Lugano, c'est encore autre chose. Et puis Lugano, c'est pas Locarno, puis Locarno, c'est pas Bellinzone. On sait tout ça. Bon. Mais il se trouve que malgré tout, en Suisse, on arrive à coexister plutôt bien. Quand on voit le nombre de pays, de régions proches de nous, je pense par exemple à la Corse aujourd'hui avec Macron, je pense à la Catalogne hier avec cette invraisemblable histoire de l'autonomie catalane. Bon. Quand on voit ça et qu'on regarde ce qui se passe en Suisse, on se dit qu'il y a en Suisse un savoir-faire de la coexistence. Et je pense que ce savoir-faire, il repose sur une intention qui est celle, finalement, qui nous réunit. Nous sommes un peu meilleurs ensemble que divisés, parce qu'on est tellement petits qu'on a besoin d'être ensemble. Et pour être ensemble, il faut qu'on ait 2-3 ingrédients, 2-3 choses qui, comme on dit en français, nouent la gerbe. On respecte les tiges différentes, mais à la fin, on a un bouquet. Alors moi, je pense que le service public, c'est une façon de nouer la gerbe. On n'est pas les seuls à faire ça, hein. Il ne faut pas non plus faut pas aller trop loin dans ces choses-là. Mais je pense qu'on joue un rôle important pour rassembler les gens et leur donner le sentiment, et un sentiment vécu, qu'ils appartiennent à une même réalité culturelle, même si celle-ci, elle est vraiment composée de choses extrêmement différentes les unes des autres. Et puis, quand on parle d'intégration dans un pays, le service public, c'est pas seulement d'intégrer ceux qui viennent dans ce pays, mais c'est aussi de penser aux différentes minorités qui sont dans le pays. Là, par exemple, nous avons, nous, des responsabilités importantes dans le domaine de l'accompagnement pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes. On doit donner une accessibilité à nos programmes. On doit faire en sorte que les gens qui sont un peu à la marge puissent recoller à la société. On doit s'intéresser, on doit en parler, vous voyez. Et je pense que cette idée, au fond, de rassembler des gens ensemble, hein, de les faire vivre ensemble, de leur donner le sentiment qu'ils ont quelque chose en commun, même s'ils sont très différents les uns des autres, eh ben c'est une tâche importante. Et je pense qu'à l'avenir, enfin moi je suis très attaché au fédéralisme, et je suis très attaché à notre modèle tellement invraisemblable, hein, tellement original, cette fameuse clé Helvetia, la Helvetia Schlüssel, hein, qui dit que, en gros, pour résumer, 73% des ressources du service public suisse sont générées par la Suisse alémanique, qui n'en garde que le 43%. On a à peu près 22-23% des ressources générées en Suisse romande qui reçoit 33%. Et puis alors vous, hein, banco. Vous générez 4% et vous recevez 22%. Et tant mieux.
Et il faut se battre pour ça, parce qu'au-delà de l'argent, au-delà des moyens, ce qui est important, c'est l'idée qu'il y a derrière. Et cette idée, qui doit être une idée au cœur du service public, c'est qu'en fait, il n'y a pas de citoyens de deuxième classe médiatique. On doit tous avoir finalement droit à la même classe, quoi. Bon. Donc on doit avoir un bon téléjournal ici, en Suisse italienne aussi. Et puis on doit avoir la capacité de montrer des retransmissions sportives, des films, etc. Voilà. Et cette idée-là n'a absolument rien à voir avec la rentabilité. Il faut parler franchement, ce n'est pas un exercice qui peut se percevoir, se projeter dans une logique de marché. Le marché, encore une fois, est parfaitement légitime, mais il obéit à d'autres règles. Ce que je vous dis là, je l'ai retrouvé à chaque fois dans tous les services publics que j'ai observés dans toute l'Europe. Pour autant, ce n'est pas que théorique, cela se joue sur des vraies réalités. On a des réalités économiques et puis on a des réalités programmatiques. Ce moteur qui tourne et qui alimente finalement ce service public, tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on peut le rêver, eh bien, il a des traductions très concrètes. Par exemple, sur le plan socio-économique, nous devons avoir des résultats. Ce n'est pas parce qu'on est un service public que finalement on se moque complètement de savoir si nos programmes sont appréciés. Non. Ce n'est pas le seul critère, bien sûr que ce n'est pas le seul critère, mais quand même, c'est un indicateur de légitimité. Donc il faut qu'on se demande, qu'est-ce qui se passe avec la population? Quels sont les liens? Pour ça, on a différents outils. On a des outils, par exemple, qui mesurent les audiences, plutôt quantitatifs. Par exemple, en Suisse, aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je le redis parce que c'est quand même un chiffre assez spectaculaire, la pénétration hebdomadaire, donc le nombre de gens qui sont en contact avec un de nos programmes, d'une manière ou d'une autre, par semaine, pendant au moins 15 minutes consécutives, donc ce n'est pas par hasard, eh bien c'est 94%. 94% des Suisses sont en contact une fois par semaine, au moins, avec un programme qui est fabriqué par le service public. Nous avons des parts de marché aussi qu'on peut surveiller, on peut regarder. En gros, en télévision, on est à peu près sur 33% de parts de marché entre 18h et 23h. 33% des gens qui regardent la télévision regardent une chaîne de la SSR. Bon, c'est pas mal, c'est pas nord-coréen du tout, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Si on compare avec d'autres opérateurs à l'étranger, ils sont assez jaloux de nos performances. Si on prend la radio, alors là, on se rapproche de la Corée, justement, parce que la radio, c'est entre 55 et 60. Ça commence à devenir vraiment très, 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 très significatif. Et puis, on a encore des gens qui regardent nos programmes et on peut les mesurer sur les plateformes digitales et ça vient s'additionner. Ça ne se fait pas au détriment, ça s'additionne. Alors, vous comprenez, moi, je ne regarde pas ces données quantitatives comme une fin en soi. Je les regarde comme étant un indicateur de légitimité. Et puis, je dois vous dire ici que, par exemple, sur le plan de la performance pure, eh bien, votre radio-télévision ici, en Suisse italienne, elle est vraiment très solide. Elle est même devant la Suisse romande, par exemple. Elle a une relation de proximité plus grande encore avec son public. Alors, on ne le dit pas toujours, mais disons, c'est pas si facile que ça. Vous avez aussi à lutter contre, ici, des chaînes qui nous arrivent d'Italie. Le service public italien, la RAI, ils ont un budget de 3 milliards d'euros pour une seule langue. C'est assez loin du budget de la RSI, disons, pour dire les choses simplement. Les Français, ils ont un budget de 4 milliards d'euros, contre la RTS, c'est aussi beaucoup plus grand. Et puis alors les Allemands, ils travaillent sur un budget que le service public de presque 9 milliards. Je rappelle que la SSR, dans son ensemble, c'est 1,6 milliard pour 4 langues. Alors, je sais bien qu'on est toujours le gros et le petit de quelqu'un. Donc évidemment que quand on se compare à des acteurs suisses, nous sommes gros, puissants, et parfois les gens trouvent qu'on est trop puissant. On peut discuter de ça. Mais quand on a l'honnêteté intellectuelle de se comparer avec des vrais concurrents, c'est-à-dire avec des gens qui font le même travail que nous, qui ont le même mandat, alors on va se comparer avec des services publics européens. Et là, disons, franchement, moi je suis disposé à toute forme de benchmark, parce que je pense que le service public suisse a vraiment une bonne efficience, une bonne qualité. Mais je reviens à cette question de lien avec la population. J'ai récemment eu des discussions avec Milena, par exemple, et je lui disais, Milena, c'est pas parce qu'un public consomme qu'il aime. Il y a une différence entre la consommation et l'adhésion. L'adhésion repose aussi sur d'autres choses, sur des choses qui relèvent de la projection. J'ai pas forcément regardé, mais j'apprécie beaucoup ça. Il y a des gens qui ont des projections, des attributions d'images sur des programmes, sur des chaînes, sur des gens, sans pour autant être constamment à les suivre. À l'inverse, il y a des gens qui regardent massivement des choses qu'ils ne diront jamais aimer.
C'est complexe, hein, c'est subtil ces relations-là. Alors il faut bien considérer que la dimension quantitative, c'est une composante, c'est pas la seule. Là encore, c'est une différence importante avec les acteurs privés. Quand on est un acteur privé qui doit absolument trouver de la publicité pour vivre, eh bien, évidemment que la dimension quantitative, elle est absolument déterminante, puisque c'est celle qui fixe précisément la recette. Mais quand on est un acteur public, ça ne suffit pas de se dire qu'on doit avoir du succès. C'est bien, mais ce n'est qu'un élément. Il y a aussi l'autre aspect, l'aspect plus qualitatif, l'aspect plus de réputation, d'attribution d'image. Et là, eh bien, c'est une relation lente qui se construit sur la durée, qui bouge de manière très subtile. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, quand on est service public, arrêter un truc, recommencer à zéro, et puis voilà, tout va bien. Non, ça prend du temps, c'est une relation qui se travaille vraiment de manière très fine, et qui est tellement précieuse. Et c'est pour ça qu'on se bat, vous savez, aussi en ce moment, parce qu'on a quand même 50 ans d'histoire avec ce pays, une histoire vraiment très, très étroite, très dense. Quand on regarde nos archives, on a l'impression de revoir le fil de notre vie, hein, tous autant que nous sommes. Eh bien, cette histoire-là, elle a été patiemment construite, petit bout par petit bout, et il ne faut pas pulvériser ça, parce que si on pulvérise ça, on pulvérise une partie de l'identité même des gens de ce pays, et je pense que c'est quelque chose de trop précieux pour, au fond, jeter ça comme ça, simplement sur l'aune du néolibéralisme. Tout ne s'achète pas, il y a des choses qui se travaillent un peu dans la durée. Voilà. Mais en même temps, bien évidemment, un service public, il doit aussi faire la preuve de son efficience. Nous avons de l'argent public. C'est normal de rendre des comptes. C'est normal d'être interpellé. C'est normal de devoir s'expliquer. Je n'ai pas de problème avec ça. Je défends l'indépendance de la programmation, l'indépendance de la fabrication journalistique. Là-dessus, on doit pouvoir travailler de manière libre, mais sur l'entreprise, sur la gestion, sur les coûts, sur l'efficience, alors là, il faut absolument être transparent. Et nous avons évidemment le mandat d'essayer de mettre le moins possible de ces dépenses dans des frais qui sont des frais qui ne retournent pas directement sur le public. Le public, il met de l'argent dans le service public. Et donc, il doit retrouver son argent à travers du programme qu'il apprécie. Point. C'est aussi simple que ça. Évidemment qu'on a besoin, pour faire ça, d'avoir un certain nombre d'infrastructures, bien sûr. On a besoin d'avoir aussi des gens qui sont compétents dans le domaine juridique, dans le domaine des finances, dans le domaine des ressources humaines. Tout ça est évidemment bien logique. Mais le cœur de l'activité n'est pas là. Le cœur de l'activité, et ce sur quoi on doit vraiment investir le plus, évidemment, c'est le retour au public. Aujourd'hui, il y a en moyenne en Suisse à la SSR à peu près 7 à 8% de frais administratifs. C'est correct. C'est pas fantastique, c'est correct. Il y a des unités d'entreprise qui en ont un peu moins, c'est le cas je crois de la RSI, il y en a qui en ont un peu plus, ça dépend aussi de l'activité. Mais cette idée au fond de contenir les frais administratifs, de contenir les frais d'infrastructure, je pense est une stratégie qui doit prendre plus de place encore dans les services publics, parce qu'au fond, les moyens sont de plus en plus rares. Et donc, il faut vraiment les utiliser de manière de plus en plus précise. Et nous devons rendre des comptes là-dessus. Et moi, je pense qu'on doit, sur cette question-là, fonctionner comme une entreprise privée. On doit examiner nos coûts. Et on doit être capable de prendre des mesures assez dures quand les coûts dérapent. C'est pas facile, encore une fois, je ne dis pas que les solutions sont comme ça, là, sous les sabots d'un cheval, mais je ressens ici une certaine responsabilité par rapport à cette population avec qui on est en relation. Du côté du programme, les choses concrètes, c'est quoi ? C'est par exemple cette question de l'accessibilité. On ne peut pas imaginer, nous, que nos programmes ne soient disponibles que sous certaines conditions, si on a payé le 25e, 1000e abonnement, ou que sais-je. Non, on doit garantir que les programmes sont disponibles. On doit le garantir à travers, par exemple, une distribution satellitaire ou une distribution terrestre. On doit garantir ça. On doit faire en sorte que les gens puissent facilement connecter nos offres de programmes, maintenant avec les médias interactifs, déposer leur point de vue, dans un espace qui soit un espace sécurisé. Je pense que la relation de confiance qu'il y a entre un service public et son public, ça passe aussi dans ce nouveau monde digital. On ne peut pas imaginer qu'on se comporte comme un acteur privé pur. On doit garantir aux gens que lorsqu'ils déposent des informations chez nous, elles seront traitées de manière correcte. Et que les gens pourront en tout temps dire « oui, je veux qu'on utilise ça pour me donner des informations supplémentaires, des services, ou bien non, je ne veux pas. Ou bien je veux effacer. » Vous voyez, ces questions-là, c'est toute cette politique autour de la donnée, qui est un sujet de société majeur, qui va grandir dans nos démocraties, bien évidemment. Ça va devenir un thème absolument prioritaire. Je pense qu'ici, le service public aussi doit jouer un rôle particulier. Si quelqu'un me met sur une plateforme de la SSR des informations sur ses goûts, ce qu'il aime, écouter, regarder, il faut qu'il soit sûr que si j'utilise ça, c'est dans son intérêt. Point.
Et si on fait quelque chose d'autre avec ces données, il doit l'avoir accepté. C'est une question aussi de politique, de politique de confiance avec le public. Alors moi, je pense qu'il y a ici, là, des enjeux vraiment importants. Je suis également administrateur d'une autre télévision qui s'appelle TV5 Monde, qui a été, il y a quelques années, l'objet d'un hacking absolument inouï, où des hackers ont déposé un malware, un verre, si vous voulez, et puis ils ont pris le contrôle de l'antenne, et puis ils ont commencé à répandre des choses complètement, sans aucune relation avec TV5 Monde. Bon, on a remonté le fil, on sait que c'était des Russes qui travaillaient pour certains pays du Proche-Orient, bref, c'était vraiment une affaire compliquée. Mais le service public, là, il n'a pas réussi à sécuriser. Il n'a pas réussi à sécuriser son antenne. Ça, c'est le plus grave. Nous, quand on travaille, vous savez, dans nos différentes chaînes de radio-télévision, le pire, c'est l'écran noir. Le pire, c'est la perte de contrôle de la distribution. Ça, c'est le pire. Tout peut arriver, tout peut brûler, mais l'écran doit tenir. Ou le son doit être garanti. Eh ben, quand on est une chaîne de télévision et qu'on se fait pirater comme ça, de manière très organisée, et qu'on perd le contrôle de la diffusion, c'est vraiment un truc catastrophique, quoi. Alors je pense qu'ici, eh bien, voilà, quand on est un acteur public, on doit être capable de sécuriser ce genre de choses. Et puis, il y a aussi quand même un certain nombre d'exigences propres à notre mandat, je pense. Des exigences qui se jouent évidemment sur les contenus. Alors ici, j'aimerais vous dire ma vision simple. Je suis très prudent, moi, avec ces grandes déclarations sur la qualité. Je ne sais pas, au fond, qui peut véritablement définir la qualité. Est-ce que la qualité est vraiment définissable? Je me pose aussi cette question. Mais ce qu'on peut définir, c'est l'intention. C'est quelle est l'intention journalistique, programmatique? Est-ce qu'elle est clean ou pas? Est-ce qu'on travaille de manière propre ou pas? Est-ce qu'on essaye de proposer des informations correctes, équilibrées ou pas? Cette dimension-là peut se mesurer. Et je pense que nous avons ici une exigence importante à respecter, ce qui est celle de présenter une société comme elle est, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et là, voilà, on ne fait pas non plus toujours tout juste, bien sûr qu'on ne fait pas tout juste. Mais quand on ne fait pas juste, on doit être capable de corriger. C'est aussi une responsabilité publique. Et je pense que le public va devenir de plus en plus exigeant avec ça. Parce que précisément, le monde digital connecté qui nous entoure est un monde qui est tellement soumis à tous les vents furieux de la bêtise que voilà, si on a un financement public, alors il faut quand même bien faire le boulot, quoi. C'est vraiment important. Et puis quand on parle de contenu, j'aimerais aussi dire un mot sur une autre exigence qu'on a souvent un peu tendance à oublier, c'est la production elle-même, l'outil technique, la qualité de la narration, la qualité de la réalisation. Vous savez, nous avons en ce moment, par exemple, des équipes en Corée pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez, par exemple, que le Comité olympique a demandé à la SSR de produire toutes les épreuves de ski alpin? Ce sont nos cars. Il y a des collègues ici de la RSI, de la RTS, de SRF qui ont pris leurs habits de ski, leur matériel, etc., qui ont mis leurs camions sur des bateaux, qui sont allés en Corée, puis qui ont été tout installés sur les pistes, etc., pour câbler les épreuves afin de pouvoir faire un signal international. Pourquoi le CIO nous a donné ce mandat? Parce que dans ce pays, il y a du savoir-faire. Il y a du savoir-faire. Ça fait des années qu'on fait ces productions. Ça fait des années qu'on essaie de s'améliorer. Et un petit pays, quand même, comme le nôtre, qui, disons, à l'échelle internationale, ne pèse pas grand-chose du point de vue de ses moyens, qui est capable d'aller fabriquer un signal international qui va être distribué dans tous les États-Unis, dans toute l'Asie, dans toute l'Europe, eh ben, c'est quand même un motif de fierté, vous voyez. On a un peu de peine en Suisse à se célébrer soi-même. On est toujours un peu dans la retenue, Je vous rappelle cette fameuse célèbre phrase de Ben qui disait que la Suisse n'existe pas. C'est tellement emblématique parfois de ce qu'on ressent. Eh bien non, moi je pense que de temps en temps, il faut être un peu fier de ce qu'on fait. Quand on fabrique des bons programmes, ou quand on a une capacité qui est reconnue, notamment par d'autres, il faut aussi l'accepter. De temps en temps, il faut aussi se dire « ouais, c'était bien ». Alors là, en l'occurrence, nos équipes qui sont en Corée, elles vont travailler pour le monde entier, et je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la Suisse. Et puis enfin, dernier élément que j'aimerais signaler ici, qui est très important aussi du point de vue de l'exigence, c'est la programmation. Ce n'est pas un hasard de proposer un programme à ce moment plutôt qu'à celui-ci. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion qui est liée au contexte culturel, qui est liée à la concurrence dans le marché, qui est liée aux habitudes des gens. C'est pas pour rien que le téléjournal ici n'est pas exactement à la même heure que ses deux autres confrères à Zurich ou à Genève. Et puis la programmation devient de plus en plus complexe parce qu'elle est d'un côté linéaire, verticale, on fixe rendez-vous, on contraint, et puis d'un autre côté, elle est complètement ouverte, elle est complètement disponible, puisque maintenant, nous pouvons reproposer à l'infini. Alors, la programmation ne doit plus se penser simplement dans une logique comme ça de continuité, elle doit se penser dans une logique de réexposition.
Qu'est-ce qu'on met en avant dans une plateforme? Comment est-ce qu'on propose d'aller plutôt là que là? Comment est-ce qu'on fait le lien entre ce programme et celui-ci? Comment est-ce qu'on passe d'un monde linéaire, vertical, autoritaire, contraignant, à un monde transversal, ouvert, mobile et souple? Ça, c'est le défi qui nous attend. Et c'est dans cette direction qu'on doit organiser aussi la mise à disposition des contenus du service public. J'accélère, bien sûr. Je sens une certaine pression sur ma gauche. Si nous arrivons à faire ça, mesdames et messieurs, si nous arrivons à faire ça, si un service public arrive à faire ça correctement, je dis bien, encore une fois, impossible d'être parfait toujours, hein, impossible. Mais si c'est ça qui nous anime, si c'est cette mécanique qu'on arrive à faire tourner à peu près correctement, dans un pays si compliqué comme le nôtre, avec toutes ces langues et toutes ces cultures, alors, et seulement alors, on peut sans doute espérer, au fond, garantir cette légitimité et garantir cette confiance. Un service public qui n'a pas la confiance de son public, il est condamné. Il est condamné. Et cette confiance, elle s'entretient. Bien sûr, par les programmes, je l'ai dit, mais elle s'entretient aussi par l'attitude. Elle s'entretient par la discussion. Elle s'entretient par l'ouverture. Vous avez des critiques, formulez-les. Vous avez des problèmes, dites-les. Et nous, on doit être capable de les entendre. Parfois, c'est constructif, parfois, c'est destructif. OK, on fait avec, c'est le boulot, c'est normal. Et moi, je pense que dans cette relation avec la population, surtout dans notre pays de démocratie directe, le pays de la Landsgemeinde, eh bien, si quelqu'un n'est pas d'accord, il doit pouvoir le dire, on doit pouvoir l'entendre, discuter de ça, puis lui dire parfois « Ok, t'as raison », ou bien « Non, t'as pas raison, et voilà pourquoi », et on continue. Mais la discussion doit être là. Et cette idée de la confiance, elle est de nouveau une idée très de service public. Et moi, je pense que le service public appartient à son public dans tous les sens du terme. Il appartient à son public sur le plan matériel, puisque finalement, nous sommes une association. Nous ne faisons pas de profit. Nous ne sommes pas là pour générer des revenus à des actionnaires. Nous sommes là pour réinvestir pour la population. Et puis en même temps, la propriété, elle est aussi un peu symbolique, elle est un peu intellectuelle. Pourquoi ce débat sur Nobilag a été tellement dur, invraisemblable, des tensions inouïes, des salles qui se tapaient dessus quasiment? Pourquoi? Parce que, au fond, la population suisse est propriétaire de chaque moment de ce service public. Et elle a envie d'en dire quelque chose, elle a envie d'en faire quelque chose. Elle est contente, elle n'est pas contente, elle veut donner son avis, c'est important. Vous voyez, j'ai dit une fois à une interview qui me disait « Mais au fond, est-ce que vous êtes surpris par cette espèce de déferlement inouï ?» Je dis « Bon, ok, c'est un déferlement, mais qu'est-ce que ce serait si c'était un encéphalogramme plat ? Qu'est-ce que ce serait si personne ne réagissait? Mais ce serait terrible. Alors oui, ce serait peut-être confortable pour quelques fonctionnaires ici ou là, mais écoutez, un service public doit être au cœur de la vie. Donc, il faut qu'il soit l'objet des passions, même si c'est dur à vivre. Et croyez-moi, on a eu notre dose. Mais je préfère ça. Je préfère être, disons, exposé à tous les vents de la polémique, plutôt que d'être dans une espèce de calme sidéral, où finalement je m'endors paisiblement, et je disparais, et personne ne le remarque. Non, c'est pas ça le service public. Le service public, c'est la lutte. Bon, enfin, faut pas exagérer non plus, mais... Alors, je finis, Alessio, rapidement, en vous disant que ces quelques idées-là, qui sont là pour guider l'activité, pour guider, au fond, l'avenir, eh bien, elles peuvent se mesurer quand même un peu. Alors moi, j'ai établi une petite cartographie pour se dire, mais au fond, est-ce qu'ils font bien leur boulot, ces braves gens, Alors, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe dans un service public pour voir s'il marche? Là aussi, ce sont des observations qui ne sont pas propres à la Suisse, que je pense retrouver à peu près partout en Europe. Je pense qu'on peut observer le service public dans 7 dimensions. Les 7 contributions à la société. Alors, première dimension, très simple, et particulièrement importante chez nous, est-ce que le service public contribue ou pas au bon fonctionnement de la démocratie? C'est-à-dire, est-ce qu'il permet aux citoyens de se faire une propre opinion sur les enjeux politiques qui le concernent? Alors vous imaginez, en Suisse, avec le nombre de votations que nous avons à tous les niveaux, communal, cantonal, fédéral, c'est très important que ça fonctionne bien, ça. Donc il faut observer ça. Il faut observer les émissions politiques, il faut observer la capacité à présenter les points de vue différents, il faut observer tout ça. Deuxième élément d'observation, qui est évidemment aussi tout à fait central dans un pays comme le nôtre, mais qui est partout important, est-ce que le service public contribue à se vivre ensemble? Est-ce qu'il est capable de rassembler de temps en temps? Pas tout le temps. Mais quand il y a un truc important, quand il y a un truc vraiment, ça peut être un truc dramatique ou un truc joyeux, vous voyez, quand il y a quelque chose qui touche un pays, est-ce que les gens
sont capables de se retrouver sur les plateformes du service public ou pas? Si tel n'est pas le cas, il y a un problème. Encore une fois, je ne dis pas que ça doit être tout le temps ça, mais de temps en temps, quand c'est important, il faut qu'on soit là et qu'on soit bien disponible. Troisième élément, c'est la production culturelle. La production culturelle n'est pas rentable, il faut le dire franchement, en particulier dans les petits pays. Mais elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que la production culturelle, elle permet à un pays de se raconter aussi, de se raconter autrement qu'avec simplement l'information. L'information est utile, mais elle ne suffit pas à dire ce que nous sommes. Il faut faire des films, il faut proposer de la musique, il faut se raconter, il faut laisser de la place aux artistes, et ça, c'est du réinvestissement qui sert au fond à raconter cette culture que nous partageons. Et là, le service public doit être capable de prouver qu'il réinvestit, de manière concrète. Ensuite, il doit travailler à l'intégration. Comme je l'ai dit avant, l'intégration, ce n'est pas que celle des populations étrangères. L'intégration, c'est aussi dans les différentes catégories de la population qui sont, à un moment donné, là, dans ce pays dans lequel nous agissons. Comment peut-on leur parler mieux? Comment peut-on les intégrer à un destin collectif? On doit aussi mesurer la contribution du service public à la bascule numérique. Ce n'est pas seulement la production numérique, c'est la manière dont on l'explique, c'est la manière dont on accompagne les gens, c'est la manière dont on est capable, au fond, de décoder qu'est-ce qui se passe dans cette société numérique. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la question des data, des données. Eh bien voilà, on doit être là, on doit expliquer si c'est dangereux, pas dangereux, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, etc., etc. Comment peut-on utiliser ça le mieux possible? C'est important. Le service public doit réinvestir dans son pays. L'essentiel de ses moyens doivent être réinvestis dans le pays, en termes d'achat, en termes d'équipement, en termes de réinvestissement, en termes de masse salariale. C'est très important, c'est essentiel. Nous sommes un agent économique. 1 franc de redevance, c'est 1 franc 40 de valeur ajoutée en Suisse. C'est pas du tout anodin. C'est 6 000 emplois directs pour la SSR, 7 000 emplois indirects. C'est des centaines de millions d'investissements sur 10 ans qui sont prévus aujourd'hui au plan pour les immobiliers, pour l'infrastructure technique, pour le IT. Tout ça retourne dans l'économie du pays. Et il faut que le service public puisse être capable de montrer ça et de montrer sa contribution économique. C'est un agent économique aussi. Et puis enfin, un dernier élément qu'on a parfois tendance à oublier, mais que moi je trouve important. Tout ça, ça ne s'improvise pas sous les sabots d'un cheval, comme on dit. Tout ça est l'objet de formation, tout ça est l'objet d'accompagnement. On met du temps à former des bons techniciens, on met du temps à former des bons journalistes, on met du temps à former des gens qui savent se comporter à l'antenne. Et je pense qu'on a une responsabilité là, en fait. On a la responsabilité de la relève. Vous savez, nos métiers sont en train d'évoluer d'une manière stupéfiante. En quelques années, les métiers techniques, par exemple, sont en train ils doivent acquérir de nouvelles compétences. Ils doivent mélanger les compétences. Les gens qui, à l'époque, étaient réduits dans une activité très cloisonnée sont aujourd'hui beaucoup plus transversaux. Et il faut qu'on accompagne ça. C'est pas si simple. C'est pas si simple d'organiser cette transmission dans une entreprise entre un savoir-faire historique, important, précieux, et puis ce qui arrive demain, quoi. Parce qu'on doit aussi être compétent là. Alors, il faut mesurer le service public sur son investissement dans la formation, sur son investissement dans, finalement, l'amélioration de son outil et des compétences de celles et ceux qui l'observent. Et voilà, quand on regarde ça, vous voyez, quand on fait cet examen fin, quand on mesure ces 7 contributions, alors je crois qu'on peut avoir une bonne idée quand même et se dire, OK, ce service public, ça vaut la peine, ou bien, non, il y a un problème là. Et s'il y a un problème, on le traite. Voilà. Alors, mon intention, et je termine ici... sous le regard insistant de mon ami Alessio. Mon intention, si vous voulez, c'est, et vous avez vu, je n'ai presque pas parlé de Mobilag, c'est d'essayer, pour autant évidemment que nous obtenions un non, le 4, c'est d'essayer de conduire ce service public avec ses valeurs. Je reviendrai avec des choses plus précises, plus concrètes, en temps utile, bien sûr, ce ne sont pas que des mots. Mais je pense aussi que les projets concrets, ils doivent s'inscrire dans un cadre quand même, dans un cadre un peu réfléchi, un cadre un peu conceptuel. Alors voilà, ça c'est ma vision idéale peut-être du service public, mais je pense qu'un service public audiovisuel qui ne prend pas en compte ces différents éléments, il a un problème de légitimité existentielle. Voilà, merci pour votre attention en français. Complimenti davvero a Gilles Marchand, siamo tutti d'accordo, credo. Vorrei dire che c'est le ton qui fait la musique. Il tono era molto chiaro, i contenuti li avete visti, sono molto densi, ci sarà tempo di ritornare.
Solo una piccola osservazione, quando ha detto che questo dibattito che ci sta quasi sfiancando sul servizio pubblico, perché è veramente molto intenso, molti prendono la parola, per fortuna è così effettivamente, vuol dire che il servizio pubblico dei cittadini, che tutti ci tengono in un modo o nell'altro. E guardando un po' più avanti verso la votazione potremmo dire da una parte che potremmo teoricamente ritrovarci anche senza servizio pubblico unici in Europa, ma d'altro canto, e qui sta la forza della democrazia diretta, potremmo anche ritrovarci con l'unico servizio pubblico europeo che ha l'avallo del popolo, e non sarebbe una cosa di poco conto, credo. Sì. Però questa sera ci siamo ripromessi soprattutto di sfruttare Gilles Marchand facendogli tante domande, e partiamo con le domande dei giovani. E siccome noi eravamo preoccupati perché i giovani, e questo è uno dei problemi del servizio pubblico, i giovani che sono inafferrabili, tutti li vogliono ma loro fanno quel che a loro par meglio, ce n'è qualcuno nella sala, anzi parecchi, e sono contento, però ci siamo cautelati e grazie a Spam abbiamo raccolto alcune domande prima che adesso, se possibile, vorrei far passare, alcune domande di giovani che a Gilles Marchand chiedono delle informazioni specifiche, delle risposte specifiche su alcuni temi. Prego. Perché pagare la televisione quando i giovani d'oggi la usano sempre di meno e magari stanno su internet o comunque escono? Ma farete più cose per noi giovani? Io vorrei chiedere come mai il ruolo delle emittenti private, sia televisive che radiofoniche, non sono mai parte del discorso quando si parla di no billag. Vorrei insomma capire perché alla fine le emittenti private, ripeto, sia televisive che radiofoniche, svolgono un servizio pubblico che secondo me merita di essere preso in considerazione. Che senso ha togliere una televisione pubblica dal momento che la televisione pubblica ha l'obbligo di informare tramite programmi informativi e culturali che una televisione privata non ha più l'obbligo di dare e che quindi si perderebbero? Si arriverebbe ad avere una televisione come potrebbe essere per esempio in Italia Mediaset, che opta solo a fare il maggior numero possibile di introiti. Vorrei sapere se la SSR farà più cose su internet per i giovani. Secondo lei ci sarà ancora la radio e la televisione o sarà tutto digitalizzato su internet? Che ruolo può avere l'SSR o l'RSI nella vita di un giovane, visto che il mondo sta cambiando? Bon, c'est facile, toutes ces questions. Je vais les prendre les unes après les autres. Pourquoi payer la télévision quand les jeunes ne la regardent presque plus? Alors vous savez, il faut bien distinguer deux choses. Il faut bien distinguer l'appareil de télévision et il faut bien distinguer de l'appareil de télévision les contenus audiovisuels. Moi, je rencontre des jeunes qui me disent, en Suisse romande par exemple, mais pourquoi est-ce que je dois encore payer une redevance, regarder la RTS quand je peux trouver le téléjournal sur YouTube? Parce que le problème, c'est pas évidemment l'appareil. Le problème, ce n'est pas la distribution. Il est tout à fait juste que les jeunes ne sont plus devant les écrans de télévision fixes. La question, l'enjeu, c'est est-ce qu'ils consomment ou pas, est-ce qu'ils regardent ou pas des programmes que nous fabriquons? Et si oui, sur quelle distribution? C'est une deuxième question. Alors je pense que pour que nous puissions garder le contact avec les jeunes, il faut faire deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut travailler avec des codes, avec des narrations, avec des formats qui leur parlent. Je donne un exemple qui se fait ici et dans les autres régions du pays aussi. C'est un petit exemple qui s'appelle Nouveau, où on prend des sujets du téléjournal et puis on les adapte dans des codes narratifs qui sont très agréables pour les jeunes qui sont en mobilité, qui peuvent les regarder sur leur smartphone. On les traite de manière à ce qu'ils puissent être écoutés ou simplement regardés. Et ces petits contenus-là touchent une large population avec des sujets d'actualité qui sont des sujets tout à fait normaux, mais qui sont présentés autrement. Donc, premier élément de réponse, nous devons inventer, adapter nos programmes pour qu'ils soient dans une écriture qui s'intéresse aux jeunes. Et puis la deuxième réponse, c'est qu'évidemment, il faut les distribuer là où sont les jeunes. Il faut les distribuer sur les réseaux sociaux, il faut les distribuer sur des plateformes digitales dans lesquelles se trouvent ces jeunes. Et si on fait ça et qu'on marque correctement l'origine de la production, alors je pense que petit à petit, les jeunes vont se rendre compte qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'ils utilisent et qui sont fabriquées dans les différentes antennes de radio et de télévision du service public. Mais à nous de mieux le dire aussi, à nous de mieux l'expliquer. Et enfin, dernier élément, je pense qu'il faut avoir
voilà, l'énergie, le temps d'aller rencontrer ces jeunes là où ils sont, dans les bars, dans les salles de concert, dans les écoles, dans les universités, et puis discuter avec eux. Hein, ce qu'ils utilisent. Moi, par exemple, on m'a dit toujours, oui, mais bon, aujourd'hui, ils vont toujours sur YouTube, et puis ils prennent n'importe quoi. Non, 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 non. Il y a aussi des tas de jeunes qui se disent, mais c'est un problème, les fake news. Il y a un tas de jeunes qui se disent, mais au fond, qui va produire la culture s'il n'y a pas un acteur public qui le fait, etc., etc. Donc, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'il est tout à fait possible de reconnecter correctement le service public au jeune public, mais il faut évidemment produire, travailler, réfléchir un peu autrement. Et on a le temps, la possibilité, le droit de le faire, et moi je pense qu'il faut qu'on s'y emploie. Pourquoi ne parle-t-on jamais du rôle des chaînes privées lorsque l'on aborde la question des Nobilag? C'est une très bonne remarque, on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de deux choses. On ne parle pas assez des chaînes privées qui reçoivent une partie de la redevance, et pour qui la redevance est existentielle, hein. On parle de 50, 60, 70% parfois de la structure des recettes des chaînes privées qui ont besoin de la redevance. Et on ne parle pas non plus assez de la radio. C'est tout à fait étonnant, dans ce débat majeur, comme la radio est absente. La radio est un rendez-vous fondamental pour les citoyens. Elle accompagne la vie, elle accompagne l'intimité, encore plus que la télévision. Mais la radio est totalement absente du débat. Comme si on pouvait, au fond, s'intéresser à la télévision, punir la télévision peut-être, sans qu'il n'y ait aucun effet sur la radio. Ah ben non, évidemment pas. Donc je pense qu'il faut plus et mieux rappeler le rôle et l'importance de la radio dans la légitimité de service public. Et puis je pense qu'il faut plus et mieux, dans ce débat particulier, bien soutenir, bien expliquer quel est l'enjeu pour les acteurs privés qui sont aussi, comme nous, dans une problématique existentielle. Vous savez, on n'est pas toujours d'accord, je vois mon ami Philippot au fond qui m'écoute avec intérêt sans doute, on n'est pas toujours d'accord avec les acteurs privés, mais nous avons dans cette affaire un destin commun, nous avons dans cette affaire un projet commun. Nous voulons défendre au fond cette logique de financement parce qu'elle est essentielle à nos entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Il y a au fond du public et du privé qui se retrouvent dans ces différents débats. Donc je m'efforce, moi, et je pense que c'est juste, que d'autres le fassent aussi, de mettre plus et mieux en évidence le rôle de la radio et le rôle des acteurs privés qui ont aussi un mandat et un rôle de service public. C'est pour ça qu'ils sont concessionnés. Bon, pourquoi détruire la télévision publique pour se retrouver qu'avec des chaînes privées qui feraient du commercial? Alors bon, bien sûr, il y a Mediaset. Mais j'aimerais quand même vous dire une chose. Il y a des chaînes privées qui font un excellent travail aussi. Hein. Et moi, je n'aime pas cette logique un peu binaire. Ah oui, le magnifique public et l'affreux privé. C'est quand même pas ça, la vie. Hein. Il y a des chaînes privées de grande qualité. Dans l'espace francophone, par exemple, il y a des chaînes privées qui sont tout à fait solides, qui proposent des bons programmes. Elles ont simplement une autre stratégie, elles ont une autre intention. Une intention qui est légitime, qui n'est pas la nôtre. Alors, il y a des chaînes privées qui sont vraiment très trash, il y a des chaînes publiques qui sont vraiment très ennuyeuses, il y a des chaînes privées qui font du bon travail, et puis il y a des chaînes publiques qui sont excellentes. Voilà. Donc j'appelle ici à un peu de nuance. Évidemment que ce qu'on doit juger, c'est quelle est la perspective, quelle est l'intention, et à la fin, eh ben, une chaîne privée doit être au moins à l'équilibre, et en tout cas, elle doit rendre un peu d'argent à ses actionnaires. Une chaîne publique doit réinvestir tout ce qu'elle peut dans la prestation de programmes. C'est ça la différence fondamentale. Quelqu'un disait une fois, il y en a un qui cherche de l'argent pour faire des programmes, et l'autre qui cherche des programmes pour faire de l'argent. C'est assez juste comme définition. Ensuite, une autre question qui est arrivée, c'était celle de la relation entre le online et les jeunes. Est-ce que la SSR peut faire plus pour les jeunes sur le online? Elle devrait. Vous savez qu'on a un cadre de régulation qui est assez contraint, qui est assez compliqué. On peut proposer un certain nombre de choses que pour Internet, mais de manière assez bien définie, disons. Moi, je pense qu'on doit absolument imaginer, évidemment, de continuer notre activité broadcast, mais on doit aussi imaginer que l'audio et la vidéo peuvent se concevoir dans un monde Internet only. Et je pense que ce qui est important ici, c'est de regarder, au fond, l'output, ce qu'on fabrique. La manière de le distribuer, franchement, entre nous, c'est un peu secondaire. Alors je pense que oui, on doit être présent, et mieux présent, et plus présent encore sur les plateformes digitales pour rester en contact avec ce jeune public. Et puis, une question qui était sur est-ce que finalement, la radio et la télévision vont exister à terme quand tout ira sur le web? Mais qu'est-ce que ça veut dire la radio et la télévision, en fait? Encore une fois, si ce sont les contenus que nous fabriquons
les audios, les vidéos, oui, ça va absolument, certainement perdurer, et longtemps. Et longtemps, j'ai aucun doute là-dessus. Si maintenant on parle de l'appareil qui reçoit le signal, alors là, chers amis, je peux vous dire que dans 5 ans, tout aura explosé différemment. Dans 5 ans, nous aurons des écrans souples, nous aurons des écrans urbains, les appareils ménagers dans les maisons seront reliés les uns aux autres, la domotique recevra des images, les voitures seront plus ou moins autonomisées, on regardera des écrans dans les voitures. Bon, bref, tout ça va évoluer énormément. C'est comme ça, les assistants aussi intelligents arrivent. Vous aurez demain dans vos maisons des espèces de petits boîtiers auxquels vous vous adresserez pour avoir des programmes de radio, de télévision. Peu importe, ce qui est important, c'est ce qu'on fabrique. Encore une fois, la distribution est secondaire. Et puis, quel rôle peut avoir la RSI pour un jeune, alors que le monde est en train de changer? Ça, c'est une question que j'ai presque envie d'adresser à mes collègues de la RSI. Hein. Voilà, la RSI, comme la RTS, comme la SRF, comme la RTR, comme Suisse Info, ils essayent d'accompagner ce changement. Vous comprenez? Bien sûr qu'on n'est pas en train d'écrire l'histoire. Non, on n'est pas en train d'écrire le monde. On est en train de le décrire. On est en train de l'accompagner. On est en train de faire en sorte que ce voyage des gens dans une vie, eh bien, il se fasse avec des programmes qui racontent un peu ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont. Et vous savez, il y a des exercices fantastiques à faire. Je ne sais pas si vous l'avez encore diffusé, mais je ne crois pas, le Russie Colombin, là. Il va venir jeudi. Alors, jeudi prochain, regardez la RSI. Il y a un documentaire fantastique qui veut dire ça. Voilà, 2 sportifs que tout sépare. Mais alors, tout de chez tout. Hein. D'un côté, Colombin, un fou, valaisan, totalement impréparé, totalement spontané, génial. De l'autre, un gendre parfait, idéal, tout est organisé, tout est planifié, tout est parfait, tout est beau, la mise en pli est parfaite. Bon. Et puis ces deux-là vivent ensemble pendant une période, ils font de la compétition l'un contre l'autre, et quand on regarde ce documentaire, bien qu'on voit là des tas de choses intéressantes sur notre pays, mais ce qu'on voit aussi, c'est ce que nous avons vécu. Quand vous retrouvez ces gens dans les bistrots qui regardent les épreuves de descente, où là, le poste de télévision, il joue un rôle central, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de regarder. Alors là, on se dit, oui, on a quelque chose en commun. Alors, il faut se dire que la RSI, eh bien, pour vos petits-enfants, là, les jeunes, vos petits-enfants, il faut que la RSI, elle continue à raconter cette vie pour que, peut-être à travers un écran totalement virtuel, un truc qui sera connecté dans le cerveau directement, que sais-je. Mais il faut que la RSI soit capable d'être là et d'accompagner cette région, parce qu'elle est, au fond, un élément de la région. Belle chute. Grazie. Abbiamo spazio adesso per le domande provenienti dalla sala. Et après un petit film. E poi termineremo con un film, ecco, dovete restare qui, non dovete andarvene, perché è un film che è stato impedito di passare prima, no? Doveva passare prima, è una novità, insomma, non l'abbiamo mai visto. Non, c'est une première mondiale. La prima mondiale, eh? C'est comme au Festival de Locarno, une première mondiale. Allora do la parola volentieri ad Enrico Moresi, che prego di alzarsi, così può essere anche inquadrato. Prego. Grazie al direttore generale per quello che ha detto. C'è una cosa su cui non ha per niente parlato, è il sistema dei ricorsi e dell'autorità indipendente di ricorso. Anche in questa campagna se ne è parlato molto poco, eppure questo era un mezzo con cui la società politica, deducendo i principi dalla Costituzione, ha quantomeno disegnato uno spazio entro cui, per esempio, i giornalisti dell'ente devono muoversi e il pubblico ha la possibilità di verificare attraverso i giudizi di un'autorità indipendente, perché la IR non è nominata dalla SSR, è nominata dal Consiglio federale, dal Dipartimento delle Comunicazioni. C'è questa possibilità, ma sembra che non esista. Nel dibattito sulla No Billag non se ne è parlato affatto. Non funziona? Bon, ce qui est particulier dans notre système à nous, c'est que, d'abord, peut-être juste rappeler ici ces 2 branches. Hein. D'un côté, il y a l'entreprise, et puis de l'autre, il y a la branche institutionnelle. L'entreprise, d'une certaine manière, appartient à la branche institutionnelle, à l'association, qui elle-même est composée de représentants qui viennent des différentes régions, qui sont des auditeurs et des téléspectateurs. C'est un système, c'est une espèce de quintessence de la démocratie, d'une certaine manière, puisque finalement, à l'arrivée, moi par exemple, quand j'ai été élu, en fait,
le conseil d'administration a proposé mon nom, ma nomination, et elle a dû être ratifiée dans une élection à l'Assemblée des délégués qui représentait en fait les différentes régions, qui représentaient les différents auditeurs et téléspectateurs. C'est un système un peu de vote indirect, si vous voulez. Mais c'est très particulier à la Suisse. On est le seul à avoir ce système-là. Et je dois dire qu'il a un atout, ce système qui est très important, quand je le compare avec d'autres pays, c'est qu'il protège beaucoup le service public des pressions politiques. Parce que finalement, nous ne sommes pas dans une logique de relation directe avec l'État. Nous sommes dans une logique de relation indirecte. Ce qui est évidemment, disons, tout à fait positif, hein, quand on voit dans les différents pays qui nous entourent les tentations ici ou là d'intervention politique. Et puis, il y a en effet un certain nombre de dispositions qui sont prévues pour accompagner le travail de la SSR et pour permettre aux gens qui ne seraient pas d'accord avec ce qu'on diffuse, avec nos programmes, de pouvoir faire des recours, de pouvoir nous interpeller. Alors, il y a des conseillers publics qui sont là, à qui on doit rendre des comptes, et c'est pas rien, hein, c'est une fois par mois, des longues séances, des longues discussions, on doit expliquer ce qu'on a fait, pourquoi, comment, etc. Et puis, il y a effectivement des processus de recours avec des autorités indépendantes qui examinent et qui peuvent statuer. Vous savez, on a tendance un peu à négliger ça, mais pour un journaliste, aller face à une autorité indépendante de plainte et être condamné, ou être monté du doigt, c'est pas bien. C'est pas bien. Ils n'aiment pas ça du tout, les journalistes, hein, et c'est donc pas anodin. Alors, si cette autorité d'examen des plaintes, après une médiation, il y a d'abord un stade de médiation, puis après il y a un stade, si on n'est pas d'accord en médiation, il y a un stade d'autorité indépendante de l'examen des plaintes. Si on n'arrive pas à s'entendre là, ou si le jugement est contesté, alors il y a évidemment après le recours aux voies normales juridiques, évidemment. Et puis ça finit. Moi, je suis allé une fois jusqu'à Strasbourg avec un film qui avait été censuré pour des raisons que nous trouvions illégitimes. Ça s'appelait L'honneur perdu de la Suisse. Je ne rouvre pas ce chapitre douloureux, mais disons, on avait été jusqu'à Strasbourg pour pouvoir rediffuser le film finalement. Bref, ça avait été un grand processus. Mais je trouve qu'il est très bien qu'il y ait des instances et des organismes que l'on peut saisir quand on n'est pas d'accord avec tel ou tel programme. Alors, est-ce que ces organes sont assez connus ? Bon, c'est une bonne question. Peut-être qu'il faudrait ici renforcer un peu l'information à ce sujet. Peut-être que suite à cette campagne Nobilag, on pourra identifier un certain nombre de domaines qui sont restés un peu trop dans l'ombre et puis essayer de les mettre plus en avant. Mais enfin, moi, mon expérience de directeur de télévision et ensuite de la RTS, c'est que quand quelqu'un n'est pas content avec nous, il sait très bien comment réagir, hein. Parce que je peux vous dire qu'alors moi, des médiations et de l'AIEP, j'en ai fait des dizaines dans ma vie, et c'est jamais un exercice anodin. Donc je pense qu'il est important, il est légitime, peut-être qu'on peut un peu mieux le mettre en valeur, mais je pense qu'il est utile au système. Benissimo, se ci sono delle altre domande. Prego, prima era il signore là che aveva alzato la mano. Enzio Bertola, prego. Puoi alzare e porre la domanda. Mi raccomando, domande dirette senza... Sì, io ringrazio anche come Associazione Svizzera della Lingua Italiana di Berna per questi riferimenti che sono stati fatti, ma vediamo un maggior potenziale che c'è per l'italofonia a nord delle Alpi, perché è una particolarità della Svizzera italiana in senso lato che ha una popolazione di parlanti molto importante al di fuori della propria regione, cosa che per i germanofoni e la Romandia non succede. Quindi questo aspetto è un problema che noi cerchiamo di portare avanti anche per cercare di riunire l'italofonia come ticinesi, grigionesi e italiani a nord delle Alpi, e questo è un problema che abbiamo sottoposto, un'offerta che abbiamo fatto anche alla direzione regionale per creare delle alleanze, quindi lo ribadiamo ancora questa sera, l'abbiamo già detto all'Assemblea della Corsi, e grazie per questi interventi che ha fatto, che sono più che altro una presentazione che ha fatto come direttore regionale, quindi tutto sulla parte operativa. Naturalmente adesso ha integrato quella parte più istituzionale che c'era prima. Quindi la mia domanda è come riuscire a recuperare quella grande partecipazione di italofonia che c'è a nord delle Alpi. Grazie. Au nord des Alpes, donc en Suisse, on est bien d'accord, hein, dans le pays. Bon, quand Maurizio Canetta est avec moi à Berne, à la GL, il y a un tabou, on n'a jamais le droit de parler du Tessin, on parle toujours de la Suisse italienne.
Si on parle du Tessin, on met 5 francs dans le cochonnet de Maurizio. Parce que Maurizio nous dit, et c'était le cas avant des autres directeurs aussi, il nous dit toujours, mais attention, notre rayonnement, notre rôle ne se limite pas à ceux qui vivent dans le canton, il est évidemment à disposition de celles et ceux qui parlent italien, et ils sont nombreux en Suisse. Et j'ajoute que pendant longtemps, c'était aussi le cas de l'autre côté de la frontière, en descendant un petit peu du côté de Milan. Bon, je pense que la stratégie de programme, tout à l'heure je vous présentais dans ce petit graphique cette question subtile de l'ancrage et l'ouverture. Hein. Je pense que le fait que la RSI soit capable de s'intéresser à l'actualité nationale, soit capable de couvrir au-delà de son canton, dans ses rendez-vous d'information, vise précisément à répondre à ce besoin-là. On ne pourrait pas, je pense, être capable de parler à cette Suisse italienne-là si on n'était que dans une logique cantonale. Et je pense qu'il est important que l'accessibilité des programmes, qui est aussi une des valeurs que j'ai évoquées, soit la plus large possible, y compris dans des régions qui ne sont pas celles de la diffusion première des programmes. Donc moi, ma réponse, c'est que, si vous voulez, en Suisse, il y a des communautés qui parlent les langues nationales, qui sont réparties dans différents cantons, dans différentes régions. C'est particulièrement le cas de la Suisse italienne, puisqu'elle est, elle, spécialement, disons, de l'autre côté, comme vous dites, des Alpes. Alpes qui ont été d'ailleurs joliment percées récemment, peut-être ça favorise un peu le rapprochement, y compris linguistique. Mais je pense que la réponse à ça, c'est vraiment à travers la réflexion programmatique. Comment peut-on intéresser ces Suisses italiens ou ces personnes qui parlent l'italien et qui sont dans une région linguistique autre, avec des programmes qui voilà, ne se résument pas au fond à la réalité cantonale. Moi qui suis maintenant à Berne, vous voyez, pardon, je reviens à moi, mais c'est pour vous donner un petit exemple. Très jolie ville de Berne, puisque vous êtes aussi à Berne, alors, magnifique ville de Berne. Mais je suis à Berne dans un environnement, en fait, honnêtement, germanique. Hein. Et je regarde, moi, les programmes en français. Je regarde la RTS. Et alors, je me dis, mais au fond, est-ce que la RTS me parle aussi de ma réalité bernoise ? Donc je suis évidemment un peu plus attentif que je ne l'étais précédemment, quand j'étais à Genève, parce que tout d'un coup, je me rends compte que la couverture nationale, elle joue un rôle très important. Et la légitimité d'un service public audiovisuel, c'est précisément ce niveau-là. C'est un niveau qui va au-delà du niveau cantonal ou du niveau régional. C'est la capacité à parler les uns des autres, hein, dans les différentes dimensions du pays. Alors voilà, j'encourage évidemment, et je pense qu'ils le font d'ailleurs très bien, mais j'encourage mes collègues ici à se rappeler que, bien sûr que la proximité c'est important, mais la dimension nationale, elle joue un rôle tout à fait central pour cette partie de la communauté linguistique. Grazie mille. Abbiamo una domanda qui in prima fila. Prego. Marco Cassiano. Oui, je sais en français. Pour vous, en quelle mesure le service public doit suivre les goûts du public et doit guider le public dans la direction que le service public doit suivre? Alors, cher monsieur, ça c'est une question qui me passionne, parce qu'on est ici dans une affaire qui est la suivante. Est-ce que le service public fait du marketing de la demande ou du marketing de l'offre, hein? Moi, je pense que le service public doit faire du marketing de l'offre. Je pense qu'il ne peut pas se limiter à suivre les attentes du public. Il doit les connaître, il doit les comprendre, il doit être capable de les décrypter, bien sûr, il doit intégrer ça dans son raisonnement programmatique, mais il a une autre vocation, il a une concession, il a un mandat. Ce mandat repose sur des dimensions qui sont des dimensions un peu volontaires. Nous voulons proposer un certain nombre de choses. Nous sommes, je crois, en mesure parfois de devancer un peu les attentes, de tenter des expériences, d'essayer de proposer des choses qui ne sont pas simplement la réponse à une demande. Et pourquoi c'est important ? Parce que si on ne faisait que du marketing de la demande, on ferait tous la même chose, parce qu'à la fin, on est tous capables d'observer le public de la même manière. Et si on observait le public de la même manière, tous en même temps, il y aurait une uniformisation dramatique, une perte de la diversité. Voilà. Donc la responsabilité d'un service public qui est financé par des moyens publics, c'est aussi de prendre le risque de faire du marketing de l'offre. Grazie. Marco Cameroni, prego. Merci. Vous avez souligné l'importance de pouvoir s'adresser aux autres, de pouvoir informer les autres. J'entends les différentes régions de la Suisse. Vous avez d'ailleurs mis en évidence votre exemple personnel comme roman à Berne, où vous avez l'impression parfois de ne pas, si vous regardez les chaînes de la Suisse romande, de ne pas recevoir une information de différentes natures suffisante pour que les romans puissent mieux connaître, dans ce cas Berne, la région bernoise, et dans d'autres cas, d'autres régions, la Suisse alémanique, de la Suisse italienne, etc. Il y avait dans le temps un instrument de cohésion nationale, d'ailleurs,
extraordinaire qui était le téléjournal trilingue national, produit, réalisé et diffusé de Zurich. J'ai entendu récemment des voix, notamment le numéro 1 d'une grande banque suisse qui disait il faut retourner à ce système, mais il faut que ce soit à Zurich, il faut éventuellement traduire. Pour que les autres comprennent. Et puis, bon, vous savez peut-être de qui je parle. Oui, je vois très bien. Voilà. Cela dit, est-ce qu'il y a la possibilité d'améliorer, moi j'ai travaillé 28 ans au téléjournal à l'époque, d'améliorer un tout petit peu cette situation pour essayer de donner un peu plus, de regarder un peu plus vers les autres et d'apprendre un peu plus des autres? Alors moi, je vais vous répondre assez directement, et franchement, moi je pense qu'aujourd'hui, je ne me prononce pas pour ce que nous faisions avant, mais je pense qu'aujourd'hui, un téléjournal unique, dans une région linguistique unique, qui produirait pour l'ensemble du pays, sera un désastre. Un désastre culturel, un désastre politique aussi. Enfin, je pense qu'il y aurait vraiment une somme de contraintes énorme en imaginant ça. C'est pour ça que je suis très réservé avec cette idée d'avoir un centre de production unique, d'autant plus qu'à mon avis, il ne serait pas à Lugano ou à Genève. Mais peut-être que je me trompe. Bon. Alors, donc là, disons, je suis tout à fait vraiment en distance avec ça. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a un enjeu grandissant, parce que plus le monde s'interconnecte, plus il y a besoin de maîtriser notre espace culturel à nous, by the way. Donc il y a un besoin grandissant pour qu'on puisse échanger plus et mieux, je crois, entre les différentes régions de ce pays. Et pour ça, il y a deux façons de faire. D'un côté, il y a la production, de l'autre côté, il y a la distribution ou l'accession, ou l'accessibilité. Alors sur la production, moi, j'ai tenté 1000 expériences dans ce domaine programmatique. Je ne pense pas que les expériences de production simultanée en plusieurs langues soient les plus adaptées à notre réalité. Je pense que ce qui est important, c'est que les différentes régions s'engagent à couvrir et à s'intéresser dans leur langue aux réalités des autres langues. Ça, c'est efficace parce que tout d'un coup, on parle vraiment à des gens qui entendent le propos, qui se retrouvent chez eux, mais en parlant de quelque chose qui se passe ailleurs. Donc il y a une première dimension, c'est d'essayer d'augmenter la qualité de la couverture dans nos récits, dans nos langues respectives des autres régions. Bon, ça concerne beaucoup le domaine de l'information, mais par exemple, le sport joue un grand rôle aussi là-dedans. Le sport est capable de rassembler la Suisse de manière spectaculaire. Et puis, il y a une deuxième dimension, c'est l'accessibilité. Alors là, je pense qu'on a vraiment tout à faire. Je pense que la mise en accessibilité des programmes des différentes régions sur des plateformes digitales qui parient sur le meilleur sous-titrage du monde, le speech-to-text magique, eh bien ça, il faut absolument qu'on développe ça, parce que là, alors, on redonnera la pleine mesure de ce qu'on fait avec cette redevance. C'est pas seulement, on n'utilise pas la redevance seulement pour être dans une région linguistique sur une seule langue. La redevance, on l'utilise pour produire en 4 langues. Le problème, c'est que personne ne sait ce qu'on produit dans les autres régions, aujourd'hui. Ou presque personne. Donc il faut absolument qu'on développe ça, il faut qu'on développe la reproposition astucieuse. Là, j'ai quelques idées, mais comme nous sommes filmés, je les garde pour moi. Je suis d'Acosta. Vous avez évoqué un thème très intéressant qui concerne nous tous, l'intégration. Alors, ma question est celle-ci. Les masses médias, quel rôle doivent-elles jouer pour rapprocher les autochtones et les étrangers? Quand vous rencontrez vos collègues en Suisse romande, ici au Tessin, en Suisse alémanique, quels conseils vous leur donnez? Merci. Grazie per la domanda molto precisa e circoscritta e importante anche, direi. Bon, moi je pense que pour favoriser, pour faciliter l'intégration des différentes communautés, je pense que déjà il faut s'intéresser à leur réalité. Je pense que la première des choses, c'est que nous devons évidemment, dans nos programmes, que ce soit des programmes d'information, des programmes de divertissement, des programmes de société, peu importe, on doit évidemment tenir compte du fait que la Suisse est un patchwork culturel et que voilà, sa réalité sociologique n'est pas uniforme. Et que donc quand on a, je sais pas moi, des émissions qui rassemblent des gens qui viennent se livrer à des prestations de divertissement sur un plateau, quand on a à couvrir tel ou tel, je sais pas, tel ou tel point de vue culturel, politique, gastronomique, que sais-je, je pense qu'il faut premièrement avoir ça en tête. La Suisse est un pays de la diversité et la diversité elle est à la fois nationale et internationale en Suisse. Bon.
Deuxième remarque, monsieur, moi je suis convaincu qu'on doit faire ça dans nos langues nationales. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on commence à développer des offres de niche ici en serbo-croate, là je sais pas, dans des langues étrangères, parce que je pense que l'effort d'intégration passe par les langues nationales. Croyez-moi, j'en sais quelque chose, puisque je dois apprendre l'allemand. Hein, c'est difficile, hein, oh là là. Mais quand même, disons, le service public, financé par des moyens publics, je pense qu'il doit essayer d'utiliser les langues nationales pour rapprocher les communautés. Et nous, on a la chance, on en a 4. Alors quand même, on va bien en trouver une ou deux qui nous permettent de nous parler, quoi. Hein. Et donc, en essayant de s'intéresser de manière journalistique, de manière programmatique à ces réalités culturelles, en le faisant dans les langues nationales, je pense qu'on fait œuvre de rapprochement culturel. Voilà. C'est pas un programme, si vous voulez, avec un ordre de marche précis, dans un timing précis, c'est une intention. Mais il ne faut pas perdre de vue ça, parce que vous avez raison, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les publics sont légitimes. Moi, je m'adresse à des gens qui habitent en Suisse. Hein, c'est ça mon mandat. Et ces gens qui habitent en Suisse, c'est une diversité culturelle qui est parfaitement respectable. Simplement, je le fais dans les langues nationales, en essayant de ne pas perdre de vue la mission qui m'est confiée à travers un mandat, une prestation, une concession qui est assez précisément décrite. Et voilà, et je pense qu'elle doit embarquer tout le monde. Grazie mille per questa risposta anche molto chiara, molto netta, sulla precedenza da dare alle lingue nazionali, in prospettiva di apertura, ma precedenza alle lingue nazionali. Ci sono ancora un paio di domande al massimo, direi poi passiamo al filmato che ci ha promesso, che è breve ma in prima mondiale, ve lo ricordo. Allora, Verio Pini del Comitato di Coscienza Svizzera. Grazie. La question est toute simple. Olivier Feller, Conseiller national vaudois, a qualifié l'activité de l'ATS de systémique. Partagez-vous cet avis? De quoi? Systémique. Systémique. L'importance, c'est oui. systémique. Partagez-vous cet avis sur fond de service public? Oui, je partage cet avis. Je pense qu'un pays comme la Suisse a besoin d'avoir une agence de presse nationale, et on sait très bien que l'agence de presse nationale suisse ne peut pas être rentable dans les langues italiennes et romandes, enfin et françaises. Que seul le marché peut supporter aujourd'hui, disons, l'ATS dans la dimension alémanique. Or, je pense qu'on a besoin d'avoir une ATS qui est capable de couvrir toutes les réalités du pays et donc toutes les langues. Et pour ça, il faut trouver des moyens pour soutenir cette prestation. De ce point de vue-là, elle est systémique, parce que je pense que si l'ATS disparaissait, eh bien, seules quelques grandes maisons pourraient encore plus ou moins arriver à se livrer, à se fournir ailleurs, notamment auprès d'agences internationales pour l'international. Et puis, voilà, elle devrait faire tant bien que mal avec les informations nationales. Donc je pense qu'elle est importante, je pense qu'elle est systémique. J'imagine, j'anticipe votre question suivante, qui est alors qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider? Alors moi, je vous le dis tout de go, et franchement, et peut-être que je ne suis pas très politiquement correct, mais disons, je ne pense pas que ce serait une très bonne idée d'intégrer purement et simplement l'ATS à la SSR. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée, parce que je m'imagine franchement assez mal, déjà dans le contexte que nous connaissons, en train de livrer, moi, tous les contenus qui vont être utilisés par la presse écrite. Je vois, il y a un côté complètement surréaliste de cette proposition-là. Par contre, que l'ATS soit soutenue par des fonds qui sont par exemple en partie issus de la redevance, c'est déjà prévu ainsi comme ça pour 2019, et je trouve que c'est légitime. Donc, moi je pense qu'un pays doit, au fond, un pays doit se payer, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, mais quand même une qualité d'information nationale dans les langues du pays, et voilà, et c'est tout, quoi. Ça fait partie de la vie, il faut qu'on le fasse. Donc je pense que cette ATS doit exister, voilà. Mais je ne suis pas, moi, un hégémoniste, hein, et je n'ai pas tellement l'idée de me dire « Ah oui, bah, je vais encore vite créer une petite boîte pour encore vite contrôler l'ATS ». Disons, je suis plutôt dans une logique inverse, voyez-vous, dans ma relation avec les acteurs privés. Je pense plutôt qu'on doit leur laisser un peu plus de place. Donc, voilà. Grazie mille. Direi ancora una domanda prima di avviarci davvero verso la conclusione. Prego. Je voulais vous demander ce que vous pensez des quelques émissions communes qui sont diffusées simultanément. Je pense tout récemment à la finale suisse de Rossong, ou bien au 1er août, ou bien au Suisse de l'année, qui d'ailleurs a disparu. Apparemment, elles n'obtiennent pas beaucoup de succès, en particulier en Suisse italienne, en Suisse romande, je ne sais pas. En Suisse alémanique, je crois qu'elle marche bien. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une bonne solution? Alors, cher monsieur, je dois vous détromper. Je dois vous détromper parce que, par exemple, la dernière grande émission nationale que nous avons produite autour du climat, qui était d'ailleurs une émission absolument remarquable sur le fond, eh bien, l'endroit où elle a le mieux marché, c'est ici. Avec une part de marché spectaculaire, et à tel point que Milena me disait « Mais quand est-ce qu'on fait la suivante ?» comme si elle allait venir demain. Hein. Bon. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait de temps en temps
Au fond, on est dans une logique événementielle. De temps en temps, on prend date avec le pays. De temps en temps, on dit, voilà, maintenant, il y a vraiment un sujet important. On essaie de le traiter ensemble. Ce sujet, d'ailleurs, a une perception, une texture différente selon qu'on l'observe de la Suisse romande, de la Suisse alémanique ou de la Suisse italienne. Très bien, mais on le fait ensemble. Et ce moment fixé, si vous voulez, donne de la valeur à ce rendez-vous. Je suis favorable à ça. Je pense qu'on doit en faire un certain nombre. Je ne suis pas favorable à de la production permanente, multilingue et simultanée. Je pense qu'elle ne trouverait pas son public, en effet. Mais s'il y a cette dimension événementielle, alors oui, je pense que ça vaut la peine. Et ça vaut la peine dans différents domaines. Pas seulement dans les domaines festifs. Il y a des sujets importants, des sujets de société. Le vieillissement de la population est un sujet important. Le problème de la santé est un sujet important. Le problème du réchauffement climatique, etc. Voilà, ça, ce sont des sujets transversaux. Ceux-là, oui, de temps en temps, il faut qu'on essaie de les traiter ensemble. Je pense que c'est tout à fait correct. Mais, comme on dit en français, chi trop embrasse, mal étreint. Voilà. Chi troppo vuole nulla stringe. Ah, voilà, exactement. Voilà. Benissimo, passiamo dunque a questo filmato. Hai creato delle aspettative eccezionali. Siamo curiosissimi. No, questo filmato è stato bloccato. Tu veux raconter? Oui, juste un mot. Non, faut pas exagérer, c'est pas non plus une œuvre, voilà. Mais petite histoire à ce sujet. Quand on a commencé à se dire, au fond, comment est-ce qu'on peut raconter, comment est-ce qu'on peut dire à cette Suisse ce que l'on est? Comment est-ce qu'on peut dire à cette Suisse comment on contribue à ce qu'elle est? Alors bien sûr, il y a les programmes qu'on fait tous les jours, il y a les interviews qu'on donne, il y a les articles qu'on publie, tout ça, bien sûr. Mais on s'était dit, là, c'était en septembre, je crois, on s'était dit, mais on devrait faire un petit spot qui raconte ça, brièvement, un petit spot qui dit ce qu'on est, voilà, tout simplement. Puis on s'est dit, mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? On a plusieurs langues, on a des réalités différentes et tout. Alors on a imaginé un petit spot, vous allez le voir, c'est très bref, très court. Peut-être qu'il ne faudrait pas le diffuser en streaming live quand même, parce qu'il n'a pas encore été diffusé du tout, mais bon, bref, tant pis. Voilà, on est entre nous. Ouais. Mais enfin, ce petit spot, on l'a imaginé, et puis est arrivée la campagne Nobilag, et est arrivé ce moment où le Conseil fédéral a dit, voilà, on va voter en mars, etc. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus diffuser ça. Donc on n'a jamais pu le diffuser, notre petit spot. J'espère que nous pourrons le diffuser en 2018, après une votation favorable. Et si tel est le cas, alors nous pourrons le partager sur nos antennes de télévision. Donc ce que je vous propose ce soir, en avant-première mondiale, en effet, c'était de vous montrer ce petit spot che nous avons fabbriqué ensemble. Ecco, chiedo al direttore generale della SSR se si assume la responsabilità che lo mandiamo in streaming. Oui, j'assume. Simplement, disons, mettez les caméras un peu ailleurs. Voilà. Changez l'angle des caméras, cher monsieur. Voilà, on peut le passer. La Svizzera è un'idea tot speziale. Un'idea grandiosa e condivisa. Da fragt sich niemand, warum alles in 4 Sprachen angeschrieben ist. On peut être soi-même en toute liberté sans se sentir exclu. Hier ist alles einzigartig. Unique dans son économie, même si on ne parle pas volontiers d'argent. Einzigartige Politik, weil wir gemeinsam entscheiden, um unabhängig und frei zu sein. È unica nello sport, perché lanciamo le pietre più pesanti e colpiamo le palline gialle come nessun altro al mondo. Unique dans sa musique, sa littérature et ses arts, et parfois même insolite. La Svizzera è un'idea sicuramente molto particolare, un'idea che condividiamo tutti i giorni con voi. Voilà. Alors, vous n'avez rien vu, et avec un peu de chance, vous allez le découvrir quelques jours en mars. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Grazie mille a Gilles Marchand per l'energia che ha messo in questa sua esposizione, veramente tanta energia. Il prossimo 4 marzo, come sapete, ci saranno le votazioni in Italia.
la base dell'SPD in Germania deciderà se appoggiare la grosse coalizione. Credo sia anche la notte degli Oscar. Ci sarà tanto lavoro per il servizio pubblico, credo. Grazie mille, buonasera a tutti.